bonjour à tous. Je vais pouvoir partager mon écran avec vous pour démarrer. Voilà, vous devriez voir mon écran maintenant. Bonjour et merci donc de votre participation effectivement à ce webinaire. Pour me présenter rapidement, bon, c'est un plaisir bien spécifique d'ailleurs d'animer ce webinaire aujourd'hui avec vous parce que pour me présenter rapidement, donc outre mon expérience autour de la gouvernance et de la gestion des projets, j'ai dans ma carrière travaillé quelques années au Québec, au Canada, et donc j'ai une affection particulière aussi pour les Québécois, les Canadiens de manière générale, puisque j'ai eu l'occasion de travailler pendant 7 ans à Montréal. Enfin, évidemment, je ne travaillais pas sur Montréal seulement, mais de manière un peu élargie. Donc, j'ai forcément une affection particulière pour ce pays et pour les Canadiens ou pour les Québécois que vous êtes. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, en fait, on va explorer, je vais vous présenter évidemment dans quelques instants la structure que je vous ai préparée pour qu'on puisse échanger au bout du bout autour de tout ça. Mais l'idée générale aujourd'hui, c'est de discuter de l'occasion qu'un programme ou le lancement d'un gros projet peut représenter finalement pour la mise en place d'un outillage logiciel autour de la gouvernance et de la gestion des projets. Donc, on appelle souvent, d'ailleurs, on appelle en général les logiciels qui permettent de gérer les projets, le portefeuille de projet des outils PPM, Portfolio Project Management. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de voir en quoi, finalement, la mise en place d'un programme ou d'un gros projet peut constituer une opportunité intéressante pour mettre en place, déployer un logiciel PPM, donc, comme je le disais. Alors, je vais me présenter un petit peu plus dans le détail et je vais essayer de vous expliquer pourquoi finalement ce sujet, je peux vous en parler et dans quelle mesure ça peut être intéressant d'échanger avec vous. Et je vais partir de la présentation de la société que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle ICAR et du logiciel PPM que nous éditons qui s'appelle Suite Projet. Derrière, évidemment, on va passer un petit peu de temps là-dessus, mais on va aussi se rappeler ou définir, peut-être pour certains d'entre vous c'est nécessaire, ce que sont les outils PPM et finalement ce qu'ils portent comme enjeu. Et quand on déploie un outil de ce type-là, qu'est-ce qu'on cherche en général à faire? On va faire un retour d'expérience aussi par rapport aux situations qu'on a accompagnées, nous, à travers notre société dans ce contexte-là. Et on va aussi évidemment regarder le défi que le lancement d'un gros projet ou d'un programme suppose, ou les défis que ça suppose pour essayer finalement de regarder en quoi tout ça, ça match. Et finalement, effectivement, on peut, quand on lance, quand on est au moment de se préparer au lancement de ce programme, de ce gros, en quoi finalement on peut établir qu'on a des éléments, des indicateurs ouverts pour pouvoir, le cas échéant, et si c'était aussi une intention, outiller cette démarche et se lancer dans l'acquisition et le déploiement d'un PPM. Alors, pour vous présenter à vous rapidement, donc, ICAR, c'est une société de services conseil et d'accompagnement autour des projets qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. En fait, on existe depuis plus d'une dizaine d'années. On se qualifie de pure project player parce qu'au fond, on est hyper focus sur ces services-là. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'accompagnement stratégique, on accompagne l'organisation, on n'accompagne que des clients dans la montée en compétences autour de la gestion de projet, de la gouvernance du portefeuille de projet. Ce qui nous caractérise, qu'avant d'être un éditeur logiciel, on est d'abord des experts et des gens de méthode, en fait, des gens de processus. Et d'ailleurs, on a créé un certain nombre d'outils, que ce soit un référentiel, le référentiel SMP2, ou que ce soit des tests gratuits en ligne pour auto-évaluer la maturité projet d'une organisation, testmaturité.com. On a commencé comme ça et c'est à travers ces outils, ce référentiel et ces e-quiz que finalement, petit à petit, avec nos clients, on a évolué vers le fait de devenir un éditeur logiciel. Et donc, on a, depuis environ 6 ans, on a créé un logiciel qui s'appelle Suite Projet. Ce logiciel, aujourd'hui, il est utilisé par environ 10 000 utilisateurs, alors essentiellement en France, mais pas que, je vais revenir, et 18 000 utilisateurs finaux. Et donc, finalement, c'est un logiciel aujourd'hui, en tout cas en France, qui pèse déjà dans le portrait un petit peu. Et on est arrivé à avoir un logiciel, finalement, qui fonctionne parce que, je pense, on était d'abord des gens compétents et expérimentés sur la partie mise en place d'une démarche projet. Parce qu'au fond, pour avoir un logiciel pragmatique, autant pas seulement être un informaticien, mais aussi finalement être quelqu'un expérimenté. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre démarche d'accompagnement
l'accompagnement, elle se traduit par des prestations de conseil de formation, par le fait qu'on ait des gens du métier, comme je l'ai dit, donc on assure la transition sur des rôles de PMO, sur des rôles d'animateur du processus projet, et évidemment, on est éditeur logiciel. On déploie notre logiciel aujourd'hui chez de nombreux clients en France, une centaine de clients. On a réalisé plus de missions que ça, mais si je regarde juste la partie déploiement logiciel, vous avez quelques références ici. Notre logiciel est déployé dans des organisations qui sont toutes petites. Notre plus petit client doit avoir 13 collaborateurs, je crois, et des très grosses organisations. Notre plus gros client a plusieurs centaines d'utilisateurs. Et au fond, le métier qu'ils font, ça peut être la banque, ça peut être la santé, ça peut être la gestion de ce qu'on appelle en France les HLM, donc des habitations à loyer modéré, ça peut être des mutuelles, ça peut être des sociétés de services. On travaille avec des entreprises industrielles comme Petro-Ineos. Donc, on a des clients qui viennent de domaines d'activités divers et variés parce que justement, en fait, il y a la préoccupation des projets, elle est partout. On peut voir le projet comme étant un moyen de produire son activité, son chiffre d'affaires quand on est une société de service, mais on peut aussi voir le projet comme étant un moyen de se transformer. Évidemment, quand on est par exemple la caisse d'épargne, on a un plan stratégique à 3 ans. Ce plan stratégique qui se constitue d'un certain nombre de projets, de programmes, eh bien, c'est des fois l'occasion, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, de s'outiller et de renforcer sa démarche projet aussi à travers un outil. Donc, notre logiciel aujourd'hui, on a un retour d'expérience sur des organisations de tailles différentes, dans des marchés différents, et on a des clients qui ont une maturité, évidemment, de projet assez différente. Alors, on va se focuser d'abord, comme je l'ai dit, sur la partie outils, après sur la partie des enjeux et la partie programme. Alors, sur la partie outils, vous savez évidemment certainement de quoi il s'agit quand je parle d'outils PPM. Mais grosso modo, le périmètre des outils PPM, en fait, c'est quoi? C'est permettre à un client qui utilise un PPM de mieux gérer un projet, plus un autre, plus un autre. Chacun des projets doit être bien géré. Donc, les logiciels PPM permettent de gérer des demandes et des projets. Deuxièmement, évidemment, le périmètre d'un outil PPM, ça consiste aussi à gérer la décision, puisqu'il y a des projets qui avancent dans des états et dans des avancements, évidemment, qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Il y a de la synchronisation, de la désynchronisation. Il y a des petits projets, il y a des gros projets, il y a des projets clients, des projets internes, il y a de la diversité. Mais pour autant, le management, l'encadrement doit prendre des décisions autour de ce portefeuille de projets. Donc, dans les outils PPM, on a des éléments d'aide à la décision. Donc, on a des composants de reporting, des composants d'analyse, des éléments d'aide à la prise de décision qui vont permettre, en fait, qui vont offrir en fait de la fonctionnalité complémentaire au fait de gérer chaque projet comme étant une entité finalement indépendante. Et puis, avec la notion de projet vient vite la notion de charge, de capacité à faire, d'effort à produire. Donc, plus souvent qu'autrement, dans les outils PPM, on va trouver aussi des composants d'animation, un composant de management, comment on gère le projet, comment on gère le hors-projet, est-ce qu'on peut faire des feuilles de temps pour suivre les temps passés. Donc, on a aussi ce genre de composants dans les outils projet. Donc, un périmètre projet, un périmètre portefeuille de projet, prise de décision et un périmètre managérial avec les éléments d'aide à la décision sur la capacité à faire notamment. Les budgets, les risques et tout ça et aussi. Mais souvent, le focus, au départ, en tout cas, il est sur la capacité à faire. Alors, des outils PPM, je ne sais pas au Canada spécifiquement quels sont les leaders, on va dire, aujourd'hui. Nous, on se rapproche du CETIM pour essayer de mieux le savoir, mais si je fais un portrait un peu aujourd'hui en France, c'est quand même assez européen, en tout cas international, probablement, on pourrait cartographier, on va dire, les à peu près 400 outils PPM qui doivent exister, 4 à 500, en 4 catégories. Une première catégorie, vous allez avoir des outils dont le focus est plutôt la collaboration. Vous allez avoir des outils comme Monday, Asana, Trello, etc., qui sont cités ici, qui sont des outils assez conviviaux, modernes, faciles à utiliser, souvent gratuits au départ, et qui vont permettre facilement à des petites équipes ou à des individus de pouvoir se mettre dans un mode collaboratif. Alors, ce n'est pas vraiment des outils PPM d'ailleurs, si on est objectif. Les clients peuvent confondre peut-être dans le portrait global des outils PPM, mais au fond, c'est des outils d'organisation personnelle et de travail en mode projet, mais dans le cadre de petites équipes agiles, je pense, et de projets qui sont plutôt dans une vocation collaborative. Alors, c'est des outils qui sont modernes. Ils n'ont pas forcément toujours les éléments du reporting et les éléments de pilotage de la charge. Ou alors,
il faut les spécifier, il faut se les approprier, et ça devient des outils un peu plus compliqués à intégrer dès qu'on veut aller sur ces aspects-là. Vous avez une deuxième catégorie d'outils qui sont des outils très informatiques, ou pour les informaticiens, pour les directions des systèmes d'information souvent, qui sont plutôt des outils de ticketing souvent au départ, qui sont des outils qui vont servir en fait à des métiers à amener des incidents, des demandes d'évolution, des choses comme ça, et on va partir de ça pour créer un portefeuille de projets et piloter l'avancement de ces projets. Donc là encore, on est dans une logique métier informatique souvent, et on a des outils qui sont bien faits de ce point de vue-là, mais dès qu'il faut intégrer d'autres projets que des projets informatiques, dès qu'il faut aller vers une lecture globale du reporting, ce n'est pas toujours évident de manipuler ces outils-là. Troisième catégorie, ce sont des outils, bon, je les appelle ici intégration au processus, c'est presque des ERP, c'est presque des outils, c'est des gros outils qui sont très structurés, qui existent depuis un certain temps, qui sont très complets. Donc de ce point de vue-là, ils sont très bien, mais ils sont difficiles à intégrer parce qu'ils demandent d'avoir de la maturité, ils demandent d'avoir des processus qui sont posés. Par exemple, comment on gère le budget d'un projet, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit très bien posé. Sinon, ce sont des outils qui sont compliqués à intégrer parce que ces outils, pour être fluides, nécessitent des processus qui soient bien établis. En plus, c'est des outils complets, c'est des outils leaders, c'est des outils qui sont un peu chers, à la fois à l'acquisition ou à la location, si on les prend en mode SaaS, mais aussi au moment du déploiement, comme ils sont complets, comme il y a une très forte capacité d'intégration et pas seulement de configuration, c'est des outils souvent qui reviennent chers au déploiement. On est presque dans les ERP ou dans les CRM. Et puis, il y a la catégorie dans laquelle SuiteProjet se situe, qui sont les outils vraiment qui sont focus sur le pilotage du portefeuille. C'est vraiment cela, d'ailleurs, en général, qu'on appelle les outils PPM, même si tout le monde ici, dans la communication, tous ces éditeurs se présentent comme des outils PPM. Les vrais outils PPM, on va dire, sont focus sur la gestion des projets. Ils sont plutôt dans ce carré en bas à droite, dans lequel on se trouve, je pense. Et là, il y a tout un tas de joueurs aussi. Et là, il y a presque deux mondes. Il y a le monde un peu des projets, le monde du portefeuille de projets. Vous avez des outils comme Smartsheet ou Project qui sont, ils peuvent faire d'autres choses, bien sûr, mais ils sont plutôt utilisés au départ pour gérer un projet et pour avoir en fait quelque chose de micro, de détaillé, de structuré dans la capacité à planifier et à suivre l'avancement d'un projet. C'est vraiment des outils au départ qui sont des outils de planification. Alors que d'autres outils, comme le nôtre, Zero Gravity, Siforma, sont des outils qui vont amener de la capacité aussi à intégrer le projet comme un tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être, pour certains en tout cas, à travailler sur la dimension managériale. Donc déjà, il faut comprendre que quand on parle d'outils PPM, on parle de beaucoup de choses. Et il faut déjà pouvoir repérer un petit peu quel est votre besoin, dans quel contexte le programme que vous avez lancé se situe peut-être pour s'aiguiller vers les bonnes familles, on va dire, d'outils. Alors, à côté de ça, il y a des outils, OK, mais finalement, pour appuyer quel enjeu, quoi. Parce que des outils, il y en a dans tous les domaines. Et au fond, les clients qui sont en recherche en fait, d'outils de pilotage du portefeuille de projet, en général, ils le disent comme ça d'ailleurs, ou ils l'expriment dans ce sens, ce sont des clients qui veulent professionnaliser leur capacité à se transformer ou qui veulent professionnaliser la capacité à piloter un portefeuille de projets clients, de projets qui constituent finalement leurs opérations de service, par exemple. Et derrière cet enjeu, comment dire, il y a des expressions un peu d'objectifs qui sont parfois sous-tendus derrière cet enjeu par nos clients. On retrouve souvent, par exemple, la préoccupation de renforcer le langage commun, de faciliter l'efficacité collective et pas de laisser trop les gens dans des silos. On retrouve évidemment souvent l'objectif d'améliorer la méthode de gestion de projet, de structurer mieux. On ouvre de temps en temps aussi l'objectif étant de développer des compétences au projet, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que piloter et maîtriser ces opérations, c'est bien, mais il faut aussi maîtriser la capacité à se transformer, et que ça nécessite des compétences parfois qu'on n'a pas forcément dans les organisations, où on travaille bien, où on travaille dans le mode opérationnel du silo. On a parfois l'expression de l'amélioration
de la prise de décision managériale. On fait bien des projets, mais finalement, chaque projet, on se débrouille, on a de l'énergie, on a de la réactivité, on se met en ordre de marche. Mais quand il faut faire de la place à un projet, quand on a un peu dans la difficulté ou quand on a un nouveau projet qui vient se greffer dans le portefeuille, parfois, en termes de capacité à décider, d'arbitrer, ben, on a du mal à le faire. Donc, des fois, on a l'objectif qui vient, qui est plutôt un objectif managérial, on va dire. Et puis après, bien sûr, il y a la capacité à maîtriser une feuille de route, hein, c'est-à-dire à se donner collectivement une vision et à structurer une transformation à travers quelque chose à la fois de visuel, mais aussi de piloter, hein, de synchroniser, de piloter, d'organiser dans le temps notamment. L'idée, même au départ, en général, c'est quand on cherche ce genre d'outils, on veut travailler, alors pas forcément tout en même temps, hein, on ne veut pas forcément travailler toutes ces sphères-là en même temps, mais quand même, en général, on a une préoccupation de mieux arbitrer, de mieux qualifier les projets, d'avoir une vision, une liste de projets qui colle mieux ou plus à la vision qu'on a de la transformation ou de l'opération cible. On a le besoin évidemment d'améliorer la méthode de gestion de projet. On a aussi le besoin d'améliorer la collaboration entre les métiers, c'est-à-dire le métier, le récurrent de l'entreprise et le projet, parce que forcément, les projets ils sont faits avec les mêmes ressources, hein, souvent, qui sont dans les métiers. Donc, il faut quand même améliorer autour de tout ça la capacité donc, à arbitrer ou à piloter, comme on l'a dit. Donc, faire les bons projets, bien faire les projets et améliorer la capacité à arbitrer, à piloter, c'est évidemment les enjeux qui sont soutenus par ces outils. Alors, on va se rapprocher du sujet progressivement, comme on l'a vu, mais finalement, qui c'est qui déclenche la préoccupation ou l'intention d'outiller la démarche de projet? Ça peut venir de plusieurs endroits dans l'organisation, ça va dépendre finalement par rapport aux enjeux que je viens de décrire, ça va dépendre en fait de ces enjeux-là. Si on est sur un périmètre qui veut toucher un peu tout le monde dans l'organisation, mais que le sujet, c'est vraiment de développer une culture projet, de la renforcer ou de mieux maîtriser une transformation, ben souvent, à l'initiative de ça, on va trouver des directions de la performance, des directions de l'organisation, des directions générales, bien sûr, parce que c'est leur sujet. Parfois, la demande, même assez souvent, hein, la demande vient de l'informatique, des directions des systèmes d'information, parce qu'ils sont au cœur justement de ces arbitrages, ils sont au cœur d'une complexité, au cœur d'une problématique de charge, parce que tout est aujourd'hui lié aux informations. Donc, eux, en général, l'expression de besoin, elle est sur le schéma directeur, la charge, l'amélioration de la relation avec les métiers. Et c'est dans ces cas-là que ce sont souvent les directions informatiques ou systèmes d'information qui portent les projets. Mais on peut avoir d'autres publics, comme je l'ai dit, on peut avoir des directions opérationnelles commerciales, et puis on peut aussi avoir des PMO tout simplement, c'est-à-dire on a chez des clients déjà une forme de gouvernance, elle n'est pas outillée, on se sert d'Excel, on se sert de MS Project par exemple pour déjà gérer et piloter les projets, on le fait peut-être plutôt bien, mais à un moment donné ça ne suffit plus parce que ce sont des outils qui sont un peu, un peu trop individualisés finalement pour passer un cap et aller vers une dimension plus coordination, plus animation de portefeuille, plus culture et démarche de gestion. Donc les commanditaires, ils peuvent être un peu partout. Et quoi qu'il en soit, en fait, à côté de ça, on se rend compte que souvent, effectivement, l'occasion de lancement d'un programme, alors moi, programme, vous le savez certainement, dans certains référentiels projet, le programme, ça a une définition bien particulière, bien spécifique, je vais la rappeler. Et tous nos clients ne parlent pas de programme, des fois ils parlent de gros projets. Au fond, derrière, il y a cette dimension d'une montagne à franchir à travers un programme qui est, ou à travers un gros projet, peu importe comment on le dit. Et les marqueurs, en fait, de toute façon, c'est toujours les mêmes, qu'on appelle ça un programme ou un projet. L'idée, c'est d'avoir quand même une démarche de coordination, une démarche qui va souvent être sous-tendue par une stratégie, c'est-à-dire on a une vision à 2-3 ans, et cette vision, il faut la rendre concrète, donc il faut la soutenir par un certain nombre de projets. Là, on a les marqueurs d'un programme. On a de l'incertitude, parce que finalement, comme on est sur une vision, forcément, dans le temps, cette vision, elle va s'améliorer. Dans le temps, elle va être impactée par de la réglementation, par des hypothèses, par des contraintes, par des budgets, par des changements d'acteurs. Donc, il faut piloter, quand on est dans un programme, une certaine incertitude.
Et il va y avoir aussi de la complexité, parce que qui dit programme dit durée, qui dit durée dit beaucoup de projets, qui dit beaucoup de projets dit beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs, ils amènent des visions, ils amènent du challenge, ils avancent pas tous dans le même rythme, donc il y a une forme de complexité. Qui dit programme dit influence aussi, parce que derrière un programme, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux d'affaires. Et au fond, un programme peut venir bousculer un peu les zones de confort dans l'organisation. Et donc, forcément, dans ces situations-là, on a des gens qui saisissent l'opportunité, des joueurs qui saisissent l'opportunité du programme pour aussi tailler des zones d'influence ou faire bouger les lignes, un peu comme on dit. Évidemment, derrière un programme, il y a une notion de valeur. On ne se lance pas dans un gros projet, dans un gros programme, on ne mobilise pas euh, beaucoup d'acteurs, beaucoup de jours, beaucoup de budget, sans objectif derrière concret. Et ce n'est pas toujours facile que de mesurer les objectifs que l'on a vers la vision finale. On n'a pas toujours derrière un projet, derrière un programme, vous savez, on n'a pas toujours les métriques, les éléments de mesure, ni même parfois même les indicateurs qui sont fixés pour atteindre. Et pourtant, derrière un programme, il y a quand même une notion de valeur. Vous avez peut-être plus ça d'ailleurs au Canada que ce qu'on a en France. Vous êtes plus probablement plus structuré que ce qu'on peut l'être en Europe, où on avance plus sur l'intention que sur la structure qu'on se donne, mais c'est un autre sujet. Et puis, bien sûr, derrière un programme, il y a aussi la notion de reporting, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, de la complexité, comme on l'a dit, tout ce qu'on a dit, la valeur. Donc, il faut avoir des outils de synthèse, des outils de communication qui vont permettre, évidemment, de donner une lecture simple de là où on en est, de comment on avance et du succès ou des difficultés qu'on peut rencontrer dans tout ça. Donc, finalement, quand on se lance dans un gros projet, quand on se lance dans un programme, on est confronté à tous ces marqueurs-là. Et ces marqueurs-là, c'est vraiment des marqueurs qui sont complètement pris en charge à travers des outils de type PPM. Et c'est pour ça que quand on lance un programme, finalement, on va se lancer dans tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que c'est une très bonne occasion que de peut-être, en tout cas, dire on va outiller la démarche et on va accompagner la mise en œuvre de ce programme par un outil qui va nous aider, vous allez le voir, à porter une méthode, à porter des rôles et responsabilités, à porter des règles du jeu dans le fonctionnement. En effet, déjà, on l'a dit, hein, un programme, en fait, un programme, c'est beaucoup d'acteurs, c'est des rôles et responsabilités que les uns et les autres doivent assumer. Ce n'est pas toujours simple dans les projets, on le sait, hein, les rôles et responsabilités. À la fois, il faut les dépasser des fois, et à la fois, il faut déjà les assumer, il faut les tenir. Il y a la partie métier, il y a la partie des porteurs, des commanditaires, il y a la partie mise en œuvre, la direction du projet, les sponsors, il y a le chef de projet, il y a les contributeurs. Tout cet écosystème-là, en fait, c'est quelque chose qui est bien pris en œuvre dans les outils PPM. Parce qu'un outil PPM, finalement, c'est d'abord et avant tout, on l'a dit, la possibilité de bien gérer chacun des projets. Et dans le fait de bien gérer chacun des projets, un des éléments importants, c'est d'avoir une définition claire des rôles, responsabilités et des droits qu'on va donner en fait dans l'outil pour permettre à chacun de bien jouer le rôle qu'on attend de lui ou d'elle. Et finalement, l'outil PPM, il autoporte un peu ses droits et responsabilités. Il vous donne accès quand vous avez besoin d'avoir accès. Il ne vous permet pas d'accéder quand vous n'avez pas besoin de le faire. Enfin, il y a la possibilité d'accompagner les rôles et responsabilités, pas seulement par une déclaration d'intention ou un référentiel, mais concrètement en autoportant ces rôles et responsabilités dans un outil. L'autre élément, c'est qu'un programme, c'est visible. Donc, on l'a dit, ça avance pas toujours de manière très organisée, pas toujours de manière très rigoureuse. Ça n'avance, tous les projets d'un programme n'avancent pas au même rythme, bien sûr. On a des mélanges de genres, on a des petits projets, des grands projets, on a des projets complexes, des projets simples. On doit mettre en fait de la simplicité dans cette complexité en fait que représente la feuille de route que porte le programme. Donc, un programme, c'est visible, mais ça demande un dispositif de gouvernance. On va faire des copies, des comités projets. Et finalement, tout ça, ça requiert en fait ça requiert de la rigueur dans ce qu'on va appeler le cycle de gouvernance, c'est-à-dire le rythme d'avancement des projets, les points de rencontre entre le projet et l'arbitrage, les livrables
de communication ou de compte rendu de performance dans la vue d'ensemble dont on a besoin. Et tout ça, évidemment, c'est des éléments, c'est des fonctions clés des outils PPM. Donc là, encore une fois, le fait de lancer un programme va requérir des choses que le logiciel PPM peut faciliter, parce que par nature, c'est ce qu'il sait faire, cet outil-là. Le troisième volet, c'est la méthodologie. Je ne sais pas, dans vos organisations, moi, mes clients, en tout cas aujourd'hui et depuis presque 10 ans, ce n'est pas toujours des champions du management de projet. Ils savent très bien faire leur métier, ils savent réussir des projets, mais ils ne savent pas tellement capitaliser sur cette réussite. C'est-à-dire, autant ils vont réussir un projet, autant ils vont en manquer un autre. Ils n'ont pas toujours la capacité à expliquer pourquoi. Au fond, il y en a certains qui ont réussi, certains qui ont échoué, et ils ont du mal à reproduire en fait ces réussites. Et une des raisons, évidemment, vous le savez, c'est qu'ils n'ont pas forcément de méthodologie, ils n'ont pas forcément le bon niveau de méthodologie. Dans un outil PPM, on va être capable en fait de mettre en place peut-être plusieurs méthodes de réalisation des projets. On va peut-être parler ici de méthodes un peu hybrides de gestion. On va être capable en fait d'adresser aussi tous les aspects de la gestion d'un projet, et pas seulement comme dans certains logiciels que le planning, ou pas seulement comme dans d'autres logiciels que le budget. On va pouvoir adresser dans des outils PPM l'ensemble des leviers de gestion d'un projet, les 10 leviers, par exemple, qui sont préconisés à travers le PMBOK. Et donc, c'est vraiment des outils qui vont permettre d'évoluer avec la maturité aussi de l'organisation, et de pouvoir mettre l'emphase sur certains de ces leviers si on ne veut que traiter cela aujourd'hui, et où petit à petit ouvrir finalement l'opportunité de renforcer la méthode de gestion et de diffuser des facteurs de succès au fond de chacun de ces projets. Bon, on a un autre défi dans les programmes un outil PPM peut nous aider. Bon, je ne sais pas si mon slide est très explicite ici, mais je vais essayer de le rendre explicite. C'est que, au fond, le mode de management du programme ou le mode de management du projet, c'est quelque chose en fait qui n'est pas finalement si scientifique que ça. Ça correspond beaucoup au niveau d'autonomie de l'équipe qui va réaliser chacun des projets ou chacun de ces programmes. Et finalement, parfois, on a des gens qui sont très compétents, ça veut dire qu'ils savent très bien faire ce qui est en relation avec le programme ou le projet. Parfois, on est dans l'innovation, et ce n'est pas parce qu'on est compétent sur son métier, mais sur le sujet du programme ou du projet, ben finalement, on ne sait pas très bien faire parce que c'est l'innovation, c'est nouveau. Alors, on a peut-être les éléments pour prendre de l'information, se renseigner, mais on n'est pas des sachants, on n'est pas des gens donc dans l'axe compétences. On n'est pas forcément tout le temps en haut de l'échelle, c'est très bien faire. Parfois, quand on est dans des projets, on est en bas de l'échelle, on ne sait pas très bien faire. Pourquoi? Ben parce que le sujet, on le découvre, parce que le sujet est nouveau, parce que la réglementation qui porte le sujet, on ne la connaît pas encore, parce que la base est pas stable et que finalement, on a de l'incertitude. Et à côté de ça, un programme, ça n'engendre pas toujours au départ l'adhésion, la motivation de tous les acteurs. Pourquoi? Parce que souvent, un programme, ça vient bouger les lignes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, les acteurs d'un programme ne sont pas toujours, au départ, au bon niveau de motivation qu'on souhaiterait qu'ils aient, parce qu'au départ, ben, il va y avoir des enjeux personnels, du questionnement, il va y avoir une approche de la conduite du changement qui fait que la motivation des acteurs n'est pas forcément tout en haut de l'échelle. On n'a pas en face de nous des acteurs qui veulent faire et qui adhèrent absolument à la vision du programme. On peut avoir au départ, en tout cas, et ça peut-être que ça progresse, hein, mais des acteurs qui sont un peu sur le frein hein, par rapport aux enjeux du programme. Donc, l'avantage, c'est que en mettant en place une démarche outillée, on va pouvoir les rassurer, on va pouvoir renforcer leur vision sur l'ensemble des projets, on va pouvoir les impliquer en leur donnant du feedback, on va pouvoir les rassurer, on va pouvoir se rapprocher d'eux dans des environnements collaboratifs comme Microsoft Teams, des choses comme ça. Et finalement, à travers tout ça, à travers l'outil PPM, on va venir un peu renforcer ce niveau d'autonomie dont on a besoin quand même, hein. C'est-à-dire on veut rapidement dans le programme, les gens montent en compétences et évidemment adhèrent. Hein, et pour ça, il faut les rassurer, pour ça, il faut les impliquer, pour ça, il faut leur donner de l'information et l'outil PPM permet de le faire.
L'autre chose aussi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il faut le refaire, c'est que un programme, c'est plusieurs projets. Même si on dit que c'est un gros projet, derrière un gros projet, il y a plusieurs phases. Donc plusieurs projets, on pourrait dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, chacun de ces projets, si on les prend individuellement, n'a pas forcément le même driver, n'a pas forcément le même stress. Parfois, on va avoir des projets dont l'objectif principal, c'est la date à laquelle le résultat doit être livré, les délais. Parfois, on va avoir des projets dans lesquels l'objectif principal, c'est de satisfaire un périmètre de personnes données. Il y a de l'humain. Avant même des dates, la préoccupation, elle est sur l'acteur, sur le joueur, sur l'utilisateur du livrable. Parfois, on va avoir des projets dont la préoccupation elle est qualitative, c'est la performance. Le plus important, c'est la qualité du livrable. Ce n'est pas quand est-ce qu'on le fera, ce n'est pas combien ça coûte, c'est vraiment la qualité de ce qu'on fait, c'est la performance. Et puis parfois, on a des projets dont le stress, le vecteur principal, le driver, c'est le budget. On a un budget pour faire quelque chose et on peut pas, c'est pas open bar, on ne peut pas aller au-delà de tout ça. Donc, dans un programme, on a plusieurs projets et ces projets n'ont pas forcément le même focus, n'ont pas forcément le même stress. Et les outils PPM permettent en fait de gérer mieux, de mieux respecter, on va dire, le stress de chacun des projets parce que derrière, on peut avoir des méthodologies de mise en œuvre différentes. On peut faire de l'agilité, on peut faire du waterfall, enfin du cycle en V plus classiquement, on peut faire de l'hybride. Et dans les outils PPM dignes de ce nom, en fait, on est capable en fait, de proposer aux différents acteurs une méthode un peu plus adaptée, donc dans lesquelles ils vont mieux se retrouver et peut-être donc ça va leur permettre de mieux adhérer à la démarche. Alors voilà, donc voilà, vous avez quelques écrans de notre logiciel, mais c'est pour illustrer le fait que souvent avec un programme, il y a un élément essentiel. Quand on lance un programme, on a en général une enveloppe pour le financer, ce programme. Quand une organisation décide de se lancer dans une logique qui ressemble à un programme ou dans un gros projet, en général, derrière, on a réfléchi à une enveloppe où on est capable de mobiliser des moyens. Et ces moyens, bien, peut-être que la première utilisation qu'on peut faire de ces moyens, c'est déjà d'outiller la démarche et d'améliorer la démarche. Parce qu'au fond, les moyens, on les investit sur le contenu, bien sûr, mais les moyens, il faut aussi les investir des fois sur les ressources. Et dans les ressources, il y a l'humain, mais il y a aussi l'outillage et la méthode que ces humains vont utiliser pour mieux réussir le programme. Donc, c'est intelligent, c'est habile des fois, quand on se lance dans une aventure comme un programme, de se dire, est-ce qu'on est équipé, au fond, pour le faire et peut-être que on peut constater dans certains cas qu'on n'a pas l'équipement logiciel, le système d'information qui va bien, et qu'au fond, la première dépense qu'on peut faire, elle est peut-être dans ce sens-là déjà. Voilà pourquoi pour moi, le lancement d'un programme ou d'un gros projet, c'est une opportunité pour déployer un outil PPM. Après, il faut se dire que le lancement d'un programme, on trouve ça dans des organisations qui ont des maturités projets différentes. Nous, dans notre référentiel, qui s'appelle SMPP, que vous trouverez gratuitement d'ailleurs sur smp2.org, dans notre référentiel, quand vous regardez ce référentiel, en fait, et que vous faites le test dont je vais parler dans quelques minutes, vous allez vous auto-évaluer avec un système de notes sur des niveaux de maturité. Donc, vous pouvez être au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, ou vous pouvez être évidemment en train de monter une marche entre le niveau 1 et le niveau 2, par exemple. Si vous faites ce test dont je vais parler, qui est basé sur le référentiel SMP2, vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Faites-le à plusieurs d'ailleurs, ça permettra d'avoir un regard plus objectif. Mais quoi qu'il en soit, si la synthèse de cette auto-évaluation sur votre maturité en gouvernance des projets, elle vous reflète que vous êtes finalement une entreprise qui cherche déjà à professionnaliser son management, sa gouvernance de projet, ben, on est certainement encore plus que l'étape d'après. On est à ce moment-là, ici, à l'étape où ça sera le plus intéressant d'avoir un outil PPM. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on va monter le plus de marches rapidement. Quand on veut passer du niveau 2 au niveau 3, on est sur une recherche de performance, on est sur de l'efficacité, la productivité. On vient chercher des détails qui sont efficaces, bien sûr, mais on vient chercher à améliorer de la performance à la marge. On vient chercher à professionnaliser vraiment quelque chose dans une démarche d'amélioration continue.
quand vous êtes dans une organisation qui fait des projets, encore une fois, qui en réussit, ce n'est pas le sujet, mais qui veut professionnaliser sa gouvernance du portefeuille, c'est vraiment là qu'on va avoir de l'écoute des acteurs pour une adhérence, qu'on va avoir des moyens pour réaliser ce projet, qu'on va avoir une mobilisation collective qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Et c'est là qu'on va vraiment avoir ce que j'appelle un ROI maximum. C'est là qu'on va gagner le plus de marche le plus vite possible dans cette montée en maturité sur le mode de projet. Alors, pour évaluer cette maturité, je vous recommande le test qu'on a fait, qui s'appelle testmaturité.com, c'est gratuit. Vous pouvez le faire à un, ou si vous êtes dans votre organisation plus nombreux, ben, n'hésitez pas à le proposer à un chef de projet, à des porteurs, à des commanditaires projets, à des contributeurs, enfin, à un panel de gens différents, et vous aurez un regard plus ou moins consensuel, vous verrez, sur cette démarche projet. Et ce test, il vous situera sur cette échelle-là, de 1 à 3, ou entre les marches, comme on l'a dit. Et dépendant évidemment que si vous êtes niveau 1, bah, vous n'avez pas les mêmes priorités à adresser dans le déploiement d'un PPM que si vous êtes niveau 2 ou si vous êtes déjà niveau 3, évidemment. Mais encore une fois, si vous êtes entre le niveau 1 et niveau 2, c'est probablement là que vous auriez le plus intérêt à être à l'écoute finalement de ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes entre le niveau 2 et le niveau 3, vous êtes déjà certainement outillé, probablement d'ailleurs. Quand vous êtes au niveau 1, ou vraiment en train de monter la marche vers le niveau 1, c'est peut-être un peu trop tôt, finalement, enfin, c'est peut-être un peu trop tôt pour outiller une démarche qui mérite d'abord d'être un petit peu mieux découverte par les gens et structurée. Voilà, moi, j'ai évidemment la conviction, mais c'est mon métier, c'est normal, que derrière une ambition traduite par un programme, un gros projet, on a vraiment les cartes en main en général pour s'équiper d'un logiciel. Évidemment, je ne suis probablement pas la personne la plus objective pour le dire, mais j'ai quelques années d'expérience, j'ai des clients, j'ai des retours de ces clients, j'ai des échanges réguliers avec eux. Et je me sens quand même conforté dans cette idée que, oui, quand on lance un programme, on a vraiment une chance intéressante de réussir le déploiement d'un outil. Et ces outils, ils amènent beaucoup de bénéfices. Encore faut-il qu'on ait les bons marqueurs. Et quand vous lancez un programme, je pense que vous les avez. Je suis disponible pour échanger avec vous, bien sûr, à partir de maintenant, avec plaisir. Définitivement, Eric, merci beaucoup pour d'avoir mis la table pour cette discussion. C'est effectivement intéressant et je pense que tu as bien mis la table de ce qu'il en est de la gestion des projets et des programmes, puis comment l'objectif ultime de tous, c'est tenter de mettre de la simplicité dans toute la complexité, comme tu l'as bien dit. Et puis, je serais heureux d'ailleurs d'entendre les participants à ce webinaire. C'est quoi les principaux défis que vous rencontrez ou par ailleurs, quels outils vous utilisez actuellement pour pouvoir gérer cette complexité? Bref, le but de ce webinaire, c'est de réfléchir ensemble à des pistes de solutions et on serait heureux de vous entendre à cet effet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à partager avec nous, soit au niveau des outils ou des principales difficultés. Est-ce que les difficultés sont plus techniques? Est-ce qu'elles sont plus humaines? À vous la parole si vous le désirez. Je crois que vous avez l'autorisation pour allumer votre micro et ou votre caméra. Exact. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire dans le chat, mais également, vous pouvez lever la main et on pourra alors vous donner le droit de parole pour poser votre question. Pour lever la main, il faut tout simplement cliquer sur le bouton réaction en bas de votre Zoom et ensuite choisir le bouton lever la main, ce qui va nous avertir que vous avez une question ou un commentaire à poser. Merci tout le monde. Oui, je crois qu'on a une question. Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, Eric, merci beaucoup pour avoir présenté la gestion de projet et programme comme quelque chose complexe, multidisciplinaire, parce que ça, c'est justement le grand problème. Il faut combiner beaucoup de différentes vues, de différentes
attentes et de différentes visions. J'aimerais bien que peut-être vous pouvez m'aider à réfléchir sur cette trinité projet, programme, portefeuille. La définition de la performance de ces trois groupes ou de ces trois items et aussi le suivi de la performance peut être complètement différente et contradictoire pour beaucoup de monde qui gère. Je peux réussir un projet et quand même ma contribution pour le programme est minable. Ou je peux avoir un bon programme et même si le portefeuille de ma compagnie change, le programme est omis ou annulé. J'aimerais bien peut-être votre vue, comment on peut gérer cette contradiction naturelle de ces trois niveaux. Ben, effectivement, merci pour la question. C'est Harald, pardon. Non, mais c'est une vraie question. C'est que à la fois effectivement, on peut réussir des projets et puis finalement pas être aussi efficace que ça au niveau du programme du portefeuille. Mais quand même déjà, il faut essayer de réussir le plus petit élément pour se donner une chance de réussir les plus grands. Donc, il faut déjà avoir les moyens de réussir déjà chacun des projets. Mais le projet, il est lui-même, et c'est vrai, impacté aussi par les décisions prises au niveau de la gouvernance de l'entreprise pour le portefeuille ou du programme au-dessus du projet. Donc, je pense que justement, les outils PPM, en fait, ils peuvent permettre en fait de réfléchir et d'outiller tout ce qui permet en fait d'arbitrer le plus tôt possible les éléments de décision pour ne pas aller trop loin quand finalement on aurait intérêt à s'arrêter, ou pour accélérer parce qu'on a besoin d'accélérer pour rendre service au niveau à l'étage supérieur, hein, si je dis projet, programme, portefeuille. Donc, je pense qu'effectivement, un outil PPM, dans la mesure où il va proposer une méthodologie de travail, donc de suivi, et comme en plus, il va amener aussi des éléments de synthèse et des éléments d'aide à la décision, on va faciliter en fait la cohérence en fait entre tous ces niveaux. Parce que c'est vrai, Harald, dans ce que vous dites, il y a des fois de l'incohérence entre on lance un projet au plus haut niveau d'une organisation, on lance un programme qui va lancer des projets, et 3 mois après, on va avoir une vision qui évolue, et finalement, on a oublié qu'on a lancé un projet, on va finalement lancer d'autres initiatives qui des cannibalisent. Donc, je pense que pour éviter cette perte en fait d'efficacité, justement, l'outil PPM, il fait la synthèse en fait entre tous ces niveaux-là. Le problématique, quand on n'a pas ce genre d'outil, c'est que on a tous les étages, mais la communication entre tous les étages n'est pas bonne, et la fluidité, elle n'est pas bonne. La méthodologie, elle n'est pas partagée. Et que finalement, un outil PPM, il donne argument, enfin, un certain nombre d'arguments d'ailleurs pour fluidifier en fait cette prise de décision, pour que le niveau d'en haut se nourrisse du niveau d'en bas et que le niveau d'en bas agisse par rapport aux consignes d'en haut. Et ça peut marcher sans outil PPM, mais c'est très lié à l'intention et à la stabilité, à la performance, à tout un tas de choses qui sont un peu subjectives parfois. Dans un outil PPM, on va objectiver tout ça, ou objectiviser ça, je ne sais pas trop. Et du coup, ça va certainement faciliter le fait qu'on ait une vision partagée, un alignement meilleur à tous ces niveaux-là. Ce n'est pas simple à réussir. Cependant, l'outil ne réglera pas tout quand même, bien sûr. Non, l'outil ne demeure qu'un outil. Il y a un aspect que tu as mentionné que je trouve particulièrement intéressant qui pointe directement vers un des problèmes de la plupart un problème fondamental en gestion de projet, et que la plupart des organisations, peu importe où elles se situent et peu importe le contexte, vivent, c'est la problématique de ne pas capitaliser sur les projets passés. Donc, ce qu'on appelle les lessons learned, les leçons apprises dans les projets. Et en ce sens-là, un outil de PPM, je pense, peut être intéressant de façon à pouvoir répliquer les bonnes pratiques, apprendre de ces bonnes pratiques et essayer de pouvoir ne pas réinventer la roue à chaque nouveau projet qu'on met en branle dans un programme. Donc, je voyais un intérêt par avoir un tel outil de pouvoir capitaliser sur ces bonnes pratiques qu'on a déjà fait dans un projet, faire les leçons apprises à la toute fin, puis repartir un projet sur ces bases-là. Ça me semble être très pertinent. En même temps, déployer un outil PPM, c'est un projet. Donc, ça veut dire que
Ça veut dire que finalement, comme dans tous les projets, il faut que ça corresponde à une vision, il faut que ça corresponde à des objectifs, et il faut que ceux qui sont à l'initiative en fait de ces, c'est pour ça que je les ai cités tout à l'heure, hein, mais ceux qui sont à l'initiative du programme au départ et qui sont à l'initiative d'outiller le programme peut-être tiennent la route tout au long du projet, parce que c'est vrai qu'on voit des situations dans lesquelles on a des commanditaires au départ de programmes et qui sont tout à fait d'accord pour outiller la démarche, et puis finalement on les perd dans le temps parce qu'ils passent à autre chose, hein. C'est un peu ce que disait Harald, je pense, quelque part, on les perd dans le temps, mais, sauf que l'outil PPM va permettre certainement de les garder un peu plus dans le rythme, de leur rappeler la règle du jeu, va les alimenter aussi d'informations dont ils ont besoin parce qu'ils sont demandeurs, et finalement ça va certainement contribuer à mieux animer leur grande responsabilité dans le programme et dans le fait qu'ils aient eux-mêmes décidé de l'outiller. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on a des clients qui disent allez, on se lance dans un programme, eh ben, on va s'outiller, on les accompagne là-dedans et on perd. Si on n'est pas vigilant, on peut perdre en fait l'initiative parce que finalement, dans le temps, les gens passent à autre chose, ils ont d'autres problématiques, d'autres priorités, etc. Le fait d'outiller la démarche et de gérer ça comme un projet les garde aussi dans cette dynamique et dans cette énergie. Et souvent d'ailleurs, de façon raisonnable, pour installer une démarche projet avec outillé, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas en quelques semaines. C'est l'initiative que l'on peut prendre au moment de lancer un programme, d'outiller la démarche, elle va demander des mois. Et d'ailleurs, le programme va demander des mois aussi. Donc, souvent, je ne l'ai pas dit, et la question me fait le préciser, mais l'échelle en fait, de réussite d'un programme, de livraison d'un programme, elle correspond assez bien à l'échelle d'acculturation, de mise en œuvre totale d'un logiciel de type PPM. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir au bout de 2 ans des logiciels, on va s'en servir rapidement, mais on pourra vraiment faire le bilan de cet outil et vraiment faire le bilan des bénéfices que ça apporte et de la manière avec laquelle les acteurs se le sont appropriés avec probablement la livraison du programme. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une bonne raison quand on lance un gros projet, un gros programme, parce que ça nous donne le temps aussi d'installer la démarche, la dynamique et de pouvoir l'évaluer aussi avec la réussite du programme, d'une certaine manière. Définitivement. Et pendant que tu soulèves la question, c'est quoi à peu près les délais, pas d'appropriation bien entendu parce que c'est trop variable, mais d'implantation d'un PPM comme on parle aujourd'hui? On peut s'attendre à combien de jours, de semaines, de mois afin que le tout soit en place et puis qu'on soit opérationnel? Alors, évidemment, il y a des facteurs, des facteurs qu'il faut considérer. J'ai tout à l'heure donné une grille de maturité. Je vais prendre quelques exemples. Ça dépend. Enfin, quand le défi, en fait, il est améliorer le projet, améliorer la gouvernance et améliorer en plus la prise de décision managériale avec les temps passés, les temps prévisionnels, etc. On veut un peu tout faire. Forcément, le ticket d'entrée il est plus grand. Quand on veut outiller déjà la liste de projets, pouvoir suivre une liste de projets avec des météos de projets, avoir un avancement et déjà avoir une vision partagée de la liste, de l'avancement et de l'état de santé des projets, on est là carrément à l'autre côté de l'échelle. Donc, c'est plutôt le ticket le plus facile à accéder. Et forcément, au milieu de tout ça, il y a une échelle qui est assez grande parce qu'en plus, ça dépend du métier de l'entreprise, ça dépend si on parle de projet client ou de projet de transformation. Donc, bon, bref, il y a beaucoup de facteurs qui font que la réponse est difficile à donner. Mais grosso modo, d'expérience, moi, je pense qu'on peut rien faire en dessous de 3 mois. Et on est plutôt, en général, sur une année au moins, en moyenne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'un problème d'installation, ce n'est pas qu'un problème de configuration, c'est un problème de processus, de culture. Et que là où on a une forte volonté, là où on a un vrai cas d'usage au départ, là où on a un périmètre qu'on définit pour avoir des victoires, des quick wins, des victoires petit à petit, en 3 mois, on peut installer une dynamique, montrer un succès et engager des gens. Là où on a un périmètre un peu plus grand, où on veut un peu tout régler et en même temps, on a de la complexité parce qu'on est sur des programmes un peu risqués finalement au sens du contenu et tout ça, bah forcément, l'échelle même des projets va être plus longue, donc l'installation va être plus longue. Donc, quelque part entre 3 mois, 1 an,
on est dans l'échelle. Mais 3 mois, 1 an, ce n'est pas la même chose. Donc, ça va dépendre évidemment de tous ces Non, et bien entendu, ça dépend du contexte, ça dépend pas du niveau des... de maturité. On est très conscient de ça, effectivement. C'est pour ça, je tiens à préciser, c'est pour ça qu'au départ, je vous ai préparé un slide aussi pour vous montrer que dans ces outils, il y a une cartographie des outils parce que des fois, on veut nous faire croire que c'est du plug and play, c'est-à-dire je vais sur Internet, je m'inscris sur une plateforme, j'ai un compte, c'est bon, j'ai un outil PPM. Non, j'ai rien du tout en fait. J'ai un compte et j'ai pas installé une démarche, j'ai pas installé de processus et j'ai un outil qui est personnel. C'est pour ça que c'est important de bien voir que quand on parle de démarche de progrès, de démarche de gestion, quand on parle d'un processus, qu'on veut améliorer un processus de transformation ou de pilotage, on est forcément sur des choses qui sont un petit peu plus contraignantes, qui demandent un peu plus de temps. Quand on est vraiment sur je veux mettre en place un outil de collaboration, on est sur des choses plus de gré à gré, ça va plus vite évidemment. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas, je dis que c'est pas du tout la même chose. Harald, tu avais quelque chose à ajouter sur ce point? Oui. J'ai une autre question, Jean-Michel. Ta question m'a guidé un peu vers la réflexion. De plus en plus, on a des projets multi-sponsors, multi-bailleurs, etc. Et donc, on est confronté avec des différentes cultures et souvent aussi avec des différents objectifs de chaque sponsor. Je suppose qu'un outil comme ça peut aider aussi. Est-ce que vous avez, Eric, un exemple de quelque chose? Oui, j'ai un exemple. Alors, nous, on a plutôt déployé notre outil en France. On a quand même des clients à l'étranger, comme je disais. Donc, qui vient à l'étranger, par exemple, je pense à un client qui est en Côte d'Ivoire avec un siège au Luxembourg et des acteurs qui sont en France. Donc, on a un peu cette problématique-là quand même. Mais même des fois, des clients franco-français vont avoir un siège à Paris, des sites en province. Et on a déjà le problème de culture de toute façon. Donc, ce n'est pas seulement un problème de pays. Oui, c'est sûr que c'est encore une fois ce genre d'outil se prépare, s'installe. Ce n'est pas du plug and play. Il va falloir avoir des ateliers pour parler des étapes, pour parler des livres, pour parler des rôles et responsabilités, de manière après, nous, en tant qu'éditeur, à configurer l'outil pour que ça colle à tout ça. Et avec ces ateliers, on crée la discussion. Et finalement, les discussions qu'on a au départ, que certains peuvent voir comme étant du temps passé pour préparer une méthode de travail et finalement pas être dans le programme, quand on revoit les mêmes gens quelques temps après, c'est sûr qu'ils ne voient plus ça de la même manière, ils le voient plus comme un bénéfice parce que ils savent très bien que s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient passé plus de temps à refaire un certain nombre de choses dans le projet. Donc, oui, ça facilite leur multiculturel. Oui, ça facilite surtout les multi-points de vue, on va dire, que ce soit culturel ou pas. Quand on a beaucoup d'enjeux, hein, je l'ai dit, dans les programmes, on a la vision du siège, on a la vision de l'opération, on a la vision du projet, on a la vision peut-être même des intervenants externes, internes. Donc, on doit associer en fait tout ce monde-là à la réussite du projet. Et les outils PPM, encore une fois, facilitent l'expression des rôles et responsabilités et la place de tout le monde. Ça ne règle pas tout, mais ça facilite, ça met la table, ça ouvre la discussion, ça oblige quand même à configurer, donc à prendre une décision sur la méthode, sur l'organisation. Donc, de fait, ça fait progresser quand même le curseur dans le bon sens par rapport à ce sujet-là. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres réflexions, d'autres questions à ce stade-ci? Non. Si ce n'est pas le cas, si on vient par la suite, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Si la nuit porte conseil, comme on le dit, il y a toujours moyen de pouvoir vous répondre plus individuellement si vos questions sont plus personnalisées. Tout comme d'ailleurs, comme Eric l'a mentionné, si vous désirez avoir accès à une démo de la suite en question, il y a possibilité de prendre contact avec nous et sur cette base-là, qu'on puisse échanger sur les possibilités de vous faire expérimenter le tout pour qu'on puisse voir comment ça peut coller à votre réalité bien spécifique. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous pour en discuter parce que l'outil est extrêmement intéressant, est extrêmement puissant, mais il n'existe pas une seule solution. Chaque projet est unique en soi, c'est dans la définition même du projet. Donc, il faut être capable de l'adapter et puis on pourra vous indiquer jusqu'à quel point il peut répondre ou pas à vos besoins. Alors, je te remercie beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour animer ça. Je
pense que c'était très intéressant de pouvoir discuter de ces enjeux, encore une fois, qui ne sont pas spécifiques à des projets en France, au Canada, au Sénégal, au Burkina Faso. Les problèmes demeurent les mêmes, peu importe le secteur, peu importe le contexte. Alors, on a été heureux d'échanger avec tout ça. Pour ceux que ça intéresse, nous allons continuer notre série de webinaires dès la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, si on passe à un autre type d'enjeu, c'est-à-dire les PPP. Les PPP qui sont une façon de réaliser des projets qui a été mise en place déjà il y a quelques décennies dans plusieurs pays et qui sont de plus en plus populaires, qui est un mécanisme de plus en plus utilisé dans beaucoup de pays africains. Donc, on va avoir l'un de nos consultants, Abdou Diaw, qui est expert dans les PPP, qui va nous faire un petit état des lieux des PPP et de la réglementation qui est relative en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale principalement. Donc, si vous êtes intéressé, même heure la semaine prochaine, mercredi, vous n'avez qu'à aller sur notre site web pour vous inscrire. On parlera non pas des PPM, mais des PPP la semaine prochaine. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe du CETIB et merci aux participants. Excellent. Alors, on vous souhaite tous et toutes une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver dans un autre webinaire ou encore mieux, en présence lors de l'une de nos formations que nous offrons, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Marrakech et bien entendu ou à notre siège social à Montréal. Alors, au plaisir et bonne fin de journée. À bientôt, messieurs, dames. Au revoir.